J'essaie juste de démarrer. Voilà, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karim Jaffour, conseiller CCI, conseiller d'entreprise à la CCI dans un pôle mutation digitale, et j'ai eu le plaisir d'organiser ce nouveau webinaire consacré à l'email marketing et aux bases de l'email marketing, les bases, et puis comment être plus performant grâce à ce levier. On en parlait avec l'intervenant donc qui est Régis Bachet, hein, qui est président de l'EMD, qui est un gros événement sur la thématique de l'emailing, hein. Il va se présenter plus en détail. On en parlait de ce levier notamment pour la CCI, hein, justement, parce que nous organisons des webinaires en continu, hein, sur l'année. Je pense que si vous êtes là, vous avez sûrement été destinataire d'email. Donc voilà, nous, c'est un levier qu'on utilise beaucoup à la CCI pour recruter des entreprises, pour les inscriptions, pour les webinaires et pour tous nos événements de manière générale. Et je pense qu'on a bien progressé là-dessus ces dernières années. On en parlait avec Régis. Il y a encore toujours des actes d'amélioration. Voilà, donc c'est tout ce qu'on va voir au cours de ce webinaire. Je vous rappelle juste qu'on aura 30 à 40 minutes de présentation de Régis. Euh, Vous pourrez poser des questions dans la partie conversation, chat, hein, si vous le souhaitez, au fur et à mesure de la présentation de Régis. Vous pouvez activer aussi vos caméras si vous le souhaitez. C'est toujours plus sympa de se voir. Et puis, je vous donnerai également la possibilité de poser vos questions par oral en activant vos micros. Donc, dans un premier temps, je vous propose juste de les désactiver, hein, pour éviter les bruits parasites. Mais par la suite, si vous avez une question, je pourrais vous activer votre micro. La session est enregistrée et sera disponible sur la chaîne YouTube de la CCI. Je vous enverrai le lien. Le lien vous sera envoyé normalement dans l'après-midi pour que vous puissiez revisionner ou puis partager à votre réseau éventuellement. Voilà, je laisse la parole à Régis. Merci Karim, bonjour tout le monde. Donc je suis ravi d'ailleurs d'entendre que la CC utilise beaucoup les mailings, je les vois passer. Je me souviens au début justement de l'EM Day, il y avait souvent notamment Emmanuel qui est là d'ailleurs, des personnes de la CCI qui venaient assister aux conférences, et c'est pour ça qu'on le faisait, c'était pour diffuser les bonnes pratiques de l'emailing sur le secteur. Ouais, juste, je ne vais pas me présenter longtemps, mais effectivement, je suis président de l'Email Marketing Day, qui est le plus gros événement français sur l'emailing depuis, on fait la 11e année là. On a fêté nos 10 ans à Strasbourg l'année dernière, et cette année, la 11e édition sera à Rennes normalement. Enfin, c'est même sûr. Voilà, et au-delà de ça, j'avais pendant 10 ans une agence email marketing où j'ai accompagné beaucoup de petites boîtes et de grosses boîtes sur l'email avec mes collègues. Et actuellement, je fais encore un peu de consulting en email et du consulting sur d'autres choses. Et j'interviens dans des écoles aussi sur le sujet de l'email ou du marketing digital au sens large du terme. Donc voilà pour la petite présentation. Et moi, le but aujourd'hui, c'est de vous montrer comment l'email peut être un outil intéressant pour développer des activités et revenir vraiment sur les bases. Après, on peut rentrer plus en détail sur des sujets si vous voulez. Donc, Karim prendra les questions, et il y a des grosses parties, une sur les contacts, une sur l'entête, une sur le message. Donc, à la fin de chaque grosse partie, on pourra regarder un peu les questions qu'il y a. Voilà, je vous propose d'y aller. Ma première slide, déjà, c'est juste pour vous donner envie de vous intéresser ou de vous convaincre qu'il y a un intérêt à faire de l'emailing. Je vous ai mis juste 2 slides de chiffres. En France, il y a 42 millions d'utilisateurs de l'email, donc en gros tout le monde. Je suppose que tout le monde a sûrement déjà envoyé un email aujourd'hui. Enfin, ça dépend à quelle heure vous avez commencé votre journée, mais globalement, tout le monde a sûrement déjà envoyé un email dans sa journée. Et
Et à part sur la jeune génération, mais notamment parce que quand ils ne sont pas encore entrés sur le marché du travail, sinon, quasi tout le monde utilise des emails. Et donc, ça représente en fait 139 milliards d'emails marketing envoyés chaque année. Donc là, il y a tout. Il y a les emails. Non, là, on parle des emails, on va dire, pub, communication publicitaire, newsletter, etc. C'est un gros sujet. Et mes deux autres stats, on va dire, pour vous convaincre que l'email est intéressant, c'est j'aime bien comparer en fait le taux d'ouverture moyen. C'est une grosse moyenne à la grande louche, tout secteur confondu. Donc évidemment, il peut y avoir des différences, mais en gros, le taux d'ouverture moyen d'un email marketing com, on va plus parler des emails, on va dire interpersonnels quand vous envoyez des emails à un ami, mais dans le cas de marketing, c'est 18% le taux d'ouverture. Et moi, j'aime bien le comparer à combien de pourcentage de votre communauté vous touchez quand vous faites une story sur Insta. Alors, c'est à peu près vrai aussi sur Facebook, puisque c'est la même chose. C'est d'un côté, on a une base de données, on envoie un email et il y a 18% des gens qui vont voir le contenu de l'email puisqu'ils vont l'ouvrir. Et de l'autre côté, on a une communauté qui nous suit sur Insta ou sur Facebook ou sur d'autres. Et on fait un post ou là en l'occurrence une story, et on a un pourcentage des gens de notre communauté qui voient réellement notre message. En email, on le sait parce qu'on a cette stat. Sur Instagram, souvent, on ne sait pas que, enfin, on ne sait pas, si on fait un peu de marketing, on le sait, que quand on poste un message, tout le monde ne le voit pas. Donc, c'est à peu près pour vous faire un rapport. Et l'autre stat que j'ai mis en dessous, c'est plus sur le taux de clic. Donc, le taux de clic, c'est le nombre de gens, on verra les stats après, mais c'est le nombre de gens qui ont cliqué dans votre email en pourcentage. Et là aussi, c'est intéressant de comparer le taux de clic moyen de l'emailing qui est autour de 5% au taux de clic moyen d'une pub. Alors, j'ai pris Facebook comme exemple, mais qui tourne plutôt entre 1 et 2%. Donc, voilà, c'est un peu pour faire la promotion de l'email, mais aussi pour montrer que ça reste un canal efficace. Alors, il a évidemment des choses compliquées, mais ça reste un canal qui est plutôt efficace. Alors, de quoi on va parler ce matin? J'aime bien essayer de résumer l'emailing en une slide. Et après, je vais faire des focus sur les grands points de cette slide. Mais c'est pour vous montrer plutôt l'espèce de cercle vertueux d'ailleurs qui s'auto-alimente. Comment ça se passe quand on veut faire de l'emailing? En général, on a une partie où on va un peu faire de stratégie, ou en tout cas dire, OK, c'est quoi les objectifs de mes campagnes email. Et en parlant d'objectifs, souvent, on va parler de type d'email, puisqu'on a des fois des objectifs plutôt d'alimenter une communauté ou de faire passer des infos. On sera dans le newsletter. On a des campagnes qui peuvent être plus pour faire de l'achat, comme dans le e-commerce. On a des campagnes dont l'objectif peut être plus pour inviter à des événements comme ici. Il y a quand même une partie définition de l'objectif qui va vous impacter dans tout le reste après, puisque ça va impacter à qui on va envoyer et ce qu'on va leur envoyer. Et puis après, dans les mails, ce qui est important, il y a tout un focus sur les contacts. Donc on va rentrer en détail après, mais globalement, il y a deux grandes phases. Il y a comment je construis ma base de contacts, et dans ma base de contacts, qu'est-ce que j'envoie à qui. Ça, c'est la segmentation. Et la clé, évidemment, c'est pas d'envoyer forcément tout à tout le monde. Donc ça, c'est la deuxième phase. C'est OK, maintenant que je sais ce que je veux faire, je vais chercher dans mes contacts à qui j'envoie ça. Ou éventuellement, je vais louer des contacts ou acheter des contacts, on peut en parler. Et après, il y a une phase qui est plus d'une phase de créa ou de rédaction, où on va créer, composer et personnaliser son email. Donc autant dans le contenu de l'email que dans l'objet, l'expéditeur, etc. Après, il y a une phase plus technique qui est liée notamment aux outils d'envoi, qui est vraiment l'envoi de la campagne. Alors, en général, c'est j'appuie sur un bouton, mais c'est intéressant de savoir ce qui se passe derrière, et notamment les paramétrages à faire au départ sur ça. Et à la fin, il y a une partie analyse, parce qu'une des forces de l'email, c'est justement d'avoir tout un tas de stats. Donc, on reviendra sur les stats de l'email et lesquelles sont importantes, mais on analyse des stats et on a beaucoup de stats, et ce qui permet d'ailleurs de revenir après sur la définition des objectifs et sur l'amélioration des bonnes pratiques. C'est pour ça que je fais souvent un espèce de cercle vertueux comme ça, parce que une des forces de l'email, c'est d'avoir beaucoup d'infos, de retours sur ce que font les gens, parce qu'en fait, on est propriétaire de sa base de données, contrairement d'ailleurs à votre communauté sur Facebook, où vous ne pouvez pas analyser en détail ce qui se passe parce que vous n'avez pas la base de données derrière. Là, on peut analyser pas mal de choses et du coup recaler ces bonnes pratiques. Voilà, ça c'était juste en intro. Et
Et maintenant, je vous propose de partir plus sur ce qu'on peut dire des contacts, puisque c'est vraiment, alors j'ai mis c'est la base pour le jeu de mots, mais c'est vraiment ça, c'est qu'en fait la base d'une stratégie email réussie, elle dépendra grandement de la qualité de vos contacts. On parlera tout à la fin de la notion de délivrabilité, de comment on fait pour arriver en boîte de réception. Mais vous pouvez déjà noter dans un coin de votre tête que la clé, elle se situe beaucoup au niveau des contacts et de comment on récupère ses contacts et comment on segmente ses contacts. Là-dessus, je vous ai mis pour moi les points qui sont essentiels qu'il ne faut pas rater. Alors, il y a des trucs qui ont l'air très logiques, mais effectivement, pour moi, le premier point, c'est d'envoyer des choses qui intéressent les gens. J'ai deux exemples à vous donner. Un très basique qui est quand on a une base de données, quand on a une petite boîte et on a une base de données, en général, on a dans cette base de données des gens qui ont déjà acheté chez nous. Donc, ça s'appelle des clients, parce qu'ils ont généré du chiffre d'affaires chez vous. Et de l'autre côté, souvent, on a des gens qui sont aussi dans notre base de données, mais qui n'ont pas forcément déjà acheté chez nous. En général, c'est des prospects, parce que vous les avez rencontrés un salon, ils sont inscrits à un formulaire, enfin peu importe, mais en général, on a au moins une première distinction assez simple dans vos bases de données, c'est les prospects et les clients. Et pour moi, une des règles de base en emailing, c'est pas d'envoyer la même chose à ses prospects, à ses clients. Parce qu'en fait, à ses clients, enfin à ses prospects, on va plutôt dire coucou, tu ne nous connais pas encore trop, je vais te faire savoir ce qu'on fait et je vais te proposer des offres commerciales. Et à ses clients, normalement, c'est plutôt tiens, nous on te connaît, on sait à peu près ce qu'on t'aime et on va te partager nos actus, nos nouveautés et essayer de te faire acheter d'autres produits ou d'autres prestations. Donc déjà, de faire la distinction entre prospect et client, c'est déjà intéressant et il y a beaucoup de marques et d'entreprises qui ne le font pas et qui envoient en fait la même chose à tout le monde, ce qui n'est pas très logique à mon sens. Après, il y a aussi toujours des sujets de géolocalisation. En emailing, ce qui est bien, c'est que comme on a la base, si on pense à demander le code postal des gens quand ils s'inscrivent ou quand on récupère des bases données, on peut faire de la géolocalisation très précise. Donc ça, évidemment, quand vous êtes un magasin ou des choses comme ça qui a une zone de chalandise, il faut quand même faire très gaffe à ne pas arroser trop large avec sa base email. Donc, et puis après, c'est forcément sur le contenu qu'il va falloir s'intéresser à ce qui intéresse vraiment les gens, mais ça, on pourra revenir sur le message. Donc ça, c'est déjà globalement envoyer des choses qui intéressent les gens. Et après, il y a un sujet sur la loi. Tout le monde a sûrement parlé de RGPD. Je ne vais pas rentrer trop en détail, mais les deux points clés qu'il faut retenir, c'est que en B2C, donc quand on est une entreprise et qu'on envoie des mails à des particuliers, on est obligé d'avoir leur consentement préalable avant de leur envoyer des mails. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il faut qu'ils aient soit rempli intentionnellement un formulaire. C'est l'exemple de je m'inscris à la newsletter. Et ils savent pourquoi ils s'inscrivent à la newsletter, parce qu'ils s'inscrivent à la newsletter qui va leur être envoyée tous les mois pour leur donner les actus de je ne sais pas quel sujet. Donc ça, c'est un consentement. Il n'y a même pas besoin d'ailleurs de case à cocher. À partir du moment où l'objectif du formulaire auquel ils s'inscrivent, c'est la newsletter, on a le consentement pour ça. Ou alors, c'est effectivement parce qu'ils ont fait une commande en ligne chez vous et donc ils consentent à recevoir d'autres infos sur les produits, ou alors c'est parce qu'ils sont inscrits à un événement, ce genre de choses. Mais en tout cas, par exemple, si on prend le cas de l'événement, c'est intéressant, c'est qu'en fait, en général, quand on s'inscrit à un événement, on donne effectivement, en s'inscrivant dans le formulaire, le consentement pour recevoir des infos concernant cet événement. Ça, c'est logique. Par contre, si on veut aussi récupérer leur consentement pour faire tout un tas d'autres trucs avec et leur envoyer, par exemple, des infos sur nos offres et nos promotions ou nos services, etc., c'est quand même mieux en général de leur mettre une petite case à cocher, comme quoi ils acceptent de recevoir notre newsletter ou des infos sur nos offres et services. En tout cas, ça, c'est la règle en B2C, au moins toujours avoir le consentement des gens. Et après, en B2B, donc quand on s'adresse plus à des entreprises, c'est un peu différent. Il n'y a pas de consentement obligatoire. Il y a ce qu'on appelle un opt-out qui est toléré. Donc, on peut, en fait, en B2B, c'est la recommandation de la CNIL, enfin, en tout cas, c'est dans les fiches de la CNIL, on peut très bien prospecter des gens en achetant un fichier. Donc, il y a des sites
qui propose des fichiers de boulanger, la CCI, on a aussi d'ailleurs, par activité, etc. Et en fait, on peut très bien acheter ou louer un fichier sur ce sujet-là et en fait leur envoyer un mail de prospection sans avoir leur consentement. La double règle qui fait que ça c'est toléré, c'est qu'en fait, il faut qu'ils puissent se désabonner. Ça, c'est vrai d'ailleurs aussi pour le B2C. Il faut toujours qu'ils puissent se désabonner facilement des messages. Et l'autre règle, c'est qu'il faut qu'on prospecte, ou en tout cas qu'on leur envoie un message qui les intéresse dans le cadre de leur activité professionnelle. Et ça, c'est important de comprendre comment ça marche. C'est quand on dit dans le cadre de leur activité professionnelle, ça veut dire qu'il faut déjà s'adresser à des adresses qui sont considérées comme des adresses B2B. Et donc, c'est exit les Gmail, Hotmail, Yahoo, etc. Donc, c'est forcément une adresse genre nom, prénom, arrobas, société ou un truc comme ça. Mais si vous avez des adresses Gmail, même si c'est un indépendant qui l'utilise pour son activité, c'est assez compliqué à prouver qu'on s'adresse à lui dans le cadre de son activité professionnelle. Et l'autre axe, c'est qu'il faut s'adresser à lui sur un truc qui l'intéresse dans son activité professionnelle. Donc, typiquement, je pense, si vous êtes un éditeur de logiciels et que vous écrivez à des directeurs informatiques de boîtes, il n'y a aucun souci, puisque en fait, vous leur proposez un service. Si vous êtes un vendeur de chocolat et que vous écrivez à des directeurs informatiques de boîtes, ça marche moins bien. Ou alors, il faudra peut-être faire une offre, peut-être plus écrire au DG de la boîte pour faire une offre pour les cadeaux de fin d'année. Mais il faut que l'offre elle soit vraiment orientée vers ça. Donc voilà à peu près, en tout cas sur le cadre. Et puis dans la RGPD, on indique aussi qu'il faut toujours sur son site web, là, alors c'est pas lié à l'emailing, mais quand même un peu, une politique de traitement de données qui explique justement où on héberge ces fameuses données. C'est aussi là-dedans qu'on va expliquer quel outil d'emailing on utilise, puisque c'est un outil qui fait des traitements de données, forcément. Donc là, il faut l'indiquer. Et dans le choix des outils dont on parlera après, ça peut être important d'avoir des outils qui hébergent en France, notamment. Voilà, et puis après, il ne faut pas rater la segmentation. Donc, j'ai parlé de choses très basiques au début sur les prospects et les clients. On peut aller beaucoup plus loin en fait dans la segmentation, puisqu'en fait, on peut segmenter sur des centres d'intérêt. Donc, ça, c'est la première façon de faire. Et en fait, ces centres d'intérêt, ils peuvent être déclaratifs. Ça veut dire qu'on a demandé des choses dans des formulaires. Donc, quand les gens s'inscrivent à un formulaire, on leur demande, je sais pas moi, leur niveau de revenu, leurs préférences. Si on prend un exemple de sites qui vendent des produits pour animaux, on peut leur demander si c'est un chat ou un chien, pour éviter d'envoyer des offres concernant des croquettes de chat à quelqu'un qui a un chien. Ou alors, en fait, quand on va segmenter sur des centres d'intérêt, on va plutôt segmenter en apprenant en fait, de ce qui se passe dans nos emails. Donc, ça veut dire que si je garde mon exemple de vendeur de croquettes pour chiens, d'aliments pour animaux, en fait, on peut très bien envoyer une newsletter à toute notre base. Et si on ne sait pas s'ils ont des chats et des chiens, en fait, on fait un article qui concerne plutôt le bien-être des chats et un article qui concerne quelque chose sur les chiens. Et on va analyser qui clique où. Et en fait, en regardant qui clique sur les chiens, on va en déduire qu'eux, ils ont plutôt un centre d'intérêt pour les chiens. Et donc ça, on peut très bien mettre l'info dans la base de données et après leur envoyer plus des trucs qui concernent les chiens pour justement être le plus précis possible dans le ciblage. Et après, on peut aller beaucoup plus loin dans les ciblages. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails là, mais on peut trouver des ciblages, je sais pas moi, uniquement sur les femmes qui attendent d'accoucher d'un nouveau-né dans les 6 prochains mois, parce que c'est des données qu'on aura récupérées sur des sites comme êtreenceinte.com ou ce genre de choses. Ou alors, il y a beaucoup d'intentionnistes aussi très précis, de gens qui sont dans une logique d'achat d'un appartement actuellement ou d'une voiture parce qu'ils vont utiliser des comparateurs, des choses comme ça. Et ça c'est de la data qui est à leur niveau. Voilà, donc, en tout cas, l'email permet de super bien segmenter. Et il faut le faire, notamment pour des raisons de délivrabilité, mais aussi d'expérience utilisateur. Alors, j'utilise un exemple qui est très, très vieux, mais je le garde encore parce que c'était un mail que j'avais reçu il y a très, très longtemps. Et j'avais reçu ce mail-là qui me proposait la fibre chez moi. Et je trouvais que c'était cool parce que je voulais cliquer dessus. Et j'ai cliqué dessus. Et en fait, quand je suis arrivé sur le formulaire, j'ai commencé à rentrer mes coordonnées et on m'a dit que je n'étais pas éligible. Et ça, c'est une catastrophe pour moi parce qu'en fait, on envoie un mail à quelqu'un en disant tiens, regarde la super offre que tu as. Et en fait, par contre, je ne peux pas y accéder. Donc, c'est un souci de géoloc. Alors, je ne sais pas s'ils n'avaient pas l'info, s'ils ont fait un gros envoi sur toute une base et ils n'ont pas fait gaffe. Mais en fait, pour eux, en tout cas, le minimum, c'est d'envoyer dans des zones où la fibre est éligible grâce au code postal au moins. Donc voilà, parce que ça fait de la frustration et une très mauvaise expérience utilisateur. Et après, ça joue aussi au-delà de la délivrabilité sur laquelle on reviendra après, mais ça joue forcément sur l'image que vous avez de la marque.
Donc voilà à peu près sur les contacts. Alors cette slide-là, vous allez retrouver souvent parce que une des forces de l'emailing, c'est de tester des choses. Et on peut tester tout un tas de variables, et notamment quand on parle des contacts, on peut tester des segments de la base de données. On peut envoyer un email particulier à un segment de sa base de données et un autre email et le même email à un autre segment, et regarder en fait quels sont les taux d'ouverture et de clics sur le segment 1 versus le segment 2. Ça permet au final aussi d'affiner en disant ok, est-ce que cette partie de ma base, ça vaut le coup que je continue à lui écrire parce que finalement on ne réagit pas du tout, alors que l'autre partie de la base, ça réagit beaucoup mieux. Voilà. Je ne sais pas si Karim avait des questions sur les contacts, parce que du coup, je n'ai pas regardé. Non, je ne crois pas, sinon il serait intervenu. A priori non. Okay. Sinon, on pourra aussi parler à la fin si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Après, le deuxième point, ce qui est le plus important qu'on pense, j'ai mis, c'est l'entête. Quand je parle de l'entête, c'est quand vous recevez l'email, vous n'êtes pas encore dans l'email, donc c'est ce que vous voyez quand ça arrive dans votre boîte de réception. Et pour moi, c'est ultra important parce qu'en fait, c'est ce qui va nous donner envie d'aller plus loin. En gros, si vous ouvrez pas, si l'utilisateur décide de ne pas ouvrir de mail, en fait, c'est pas la peine d'analyser les clics et les visites et même les conversions sur votre site web et d'avoir la plus belle créa du monde. S'il décide de ne pas ouvrir le mail, en fait, il verra pas votre créa. Donc souvent, les gens, ils se concentrent sur la créa email, ils font un super message, et à la fin, ils oublient de bosser leur en-tête. Et du coup, en fait, personne ne voit leur créa parce que tout simplement, le problème, il est sur l'ouverture du mail. Donc souvent, je demande, quand je suis dans une salle, on va pas le faire, mais je demande qu'est-ce qui fait ouvrir selon vous un email. Et en général, j'ai la grande majorité des gens qui me disent, monsieur, c'est l'objet. Et moi, je leur dis, non, c'est pas que l'objet, c'est certes l'objet, mais quand on regarde les stats de ce qui fait ouvrir les emails, c'est surtout l'expéditeur. Si vous observez quand vous regardez votre boîte mail sur Gmail ou sur Outlook, en fait, vous allez scanner vos emails. Et en fait, le premier tri, en général, les gens le font en regardant qui écrit. Et donc, alors, on peut pas y faire toujours grand-chose parce qu'en fait, c'est la marque, mais on peut quand même essayer d'optimiser ça en étant le plus clair possible, en ayant aussi une bonne image de marque au passage, en essayant de personnaliser ou pas cette partie. Mais en tout cas, il faut avoir conscience que l'expéditeur est important aussi. Et ça peut avoir des impacts en tout cas, c'est intéressant de penser à l'expéditeur autant qu'à l'objet. Parce que notamment, en fait, l'expéditeur va montrer que vous êtes un contact légitime qui intéresse l'utilisateur ou pas, mais c'est pour ça qu'on fait le tri par là. Et donc, moi, ma reco sur l'entête, c'est de s'occuper de l'entête avant de s'occuper de la création du message. Parce que c'est dans ce sens-là que ça va se passer en expérience utilisateur. Et donc, c'est intéressant de commencer votre créa d'email en disant, OK, qu'est-ce que je vais dire aux gens de l'expéditeur et de l'objet au démarrage, et après seulement, qu'est-ce que je vais leur dire quand ils ouvrent. Alors, souvent, l'objet, on le fait vite fait à la fin, juste avant d'envoyer le message, et c'est un peu dommage. Alors, je vous ai mis des bonnes pratiques sur l'objet et sur l'expéditeur. Donc, sur l'expéditeur, c'est ce que je disais avant, on peut pas être trop créatif parce qu'en fait, la clé quand même et la recommandation aussi pour des questions de délivrabilité, c'est que les éditeurs soient clairs et identifiables. Vous n'avez pas le droit en fait d'usurper l'identité de quelqu'un. Techniquement, on peut envoyer un mail avec l'adresse expéditeur de qui on veut. Demain, je peux écrire à la place de la CCI, par exemple, si je veux. Ça, on n'a pas le droit, et c'est très fortement mal pris par les filtres anti-spam dont on reparlera après. Donc, en fait, la bonne pratique, c'est que votre expéditeur soit clair et identifiable. Il y a un sujet sur est-ce qu'on met un prénom ou pas dans les expéditeurs. Moi, j'aurais tendance à dire que non. Sauf si c'est vraiment une personne qui écrit, genre c'est un commercial d'entreprise qui écrit, on peut mettre le nom, prénom du commercial et de l'entreprise, mais il faut que ce soit vraiment lui qui écrit. Si c'est juste pour faire ouvrir au hasard et que derrière c'est un message que tout le monde a de la même manière et qui n'est pas signé par une personne en particulier, ça n'a aucun intérêt. Et puis après, il y a un peu des sujets techniques dans l'entête, puisqu'on a parlé d'expéditeur, mais l'entête, c'est aussi l'adresse qui expédie et donc le domaine qui expédie. Et ça, c'est assez important parce que c'est aussi ce qui va rassurer des filtres en spam et des utilisateurs, de dire, OK, c'est qui m'écrit, et donc c'est important d'utiliser
le domaine. Dans l'idéal, c'est important d'utiliser le même domaine que votre site web. Parce qu'en utilisant le même domaine que votre site web, déjà, pour l'utilisateur, c'est clair, parce qu'il connaît votre site web, il peut y aller. Et en fait, c'est ce qui va prouver à un filtre anti-spam que finalement, c'est un expéditeur légitime, puisqu'il est aussi propriétaire du site web. Et c'est ce genre de choses, d'ailleurs, qu'on va vérifier au paramétrage de plateforme email. On va vous demander de paramétrer des choses dont on ne va pas trop… Enfin, si, on va en parler après dans la délivrabilité, mais on va vous demander de paramétrer des choses, des certifications qui permettent à un filtre anti-spam d'aller vérifier si vous êtes bien propriétaire de l'adresse avec laquelle vous expédiez. Donc ça, c'est important. Et il faut avoir idéalement une adresse expéditrice qui existe vraiment. Donc, pas tous les gens qui expédient encore avec noreply@votredomaine.com. Je trouve ça complètement dingue, puisqu'on est dans un outil conversationnel qui est l'email. Et en fait, on expédie avec un truc qui dit « surtout ne me répondez pas ». Donc, c'est un peu fou. Donc, il faut au moins avoir des adresses qui existent, ne serait-ce que pour que les gens puissent vous répondre quand il faut répondre à l'email, s'ils ont envie. Ils peuvent. Et après, il faut aussi traiter ces réponses-là et aussi pour effectivement rassurer les filtres en spam sur le fait que c'est des vrais gens qui écrivent à des utilisateurs qui attendent leur message et pas du phishing ou des spammers. On peut aussi segmenter ces usages dans les adresses. Quand je travaille avec des gens qui ont différents types de mails, des fois on utilise des adresses expéditrices différentes, du genre pour la newsletter, on utilise nouvelle@lenondedomaine.com, pour les mails commerciaux promo@lenondedomaine.com et pour les services clients, les mails automatiques, genre service client@lenondedomaine.com. Donc ça, il y a un focus, en tout cas, il y a une réflexion à faire sur l'adresse expéditrice et l'expéditeur. Et après, l'objet, on peut être créatif, on peut faire tout un tas de trucs. Moi, j'aime bien les objets plutôt courts et impactants. Je ne mettrai pas jamais de majuscule dans un objet parce que je trouve que les gens ont l'impression que ça fait genre on crie. Et puis, je n'essaierai pas de tromper dans l'objet parce qu'il y a plein d'objets qu'on peut écrire et qui vont faire ouvrir assez facilement vos mails parce qu'ils vous disent que si vous dites ouvre ce mail, vous avez gagné 1 000 €. En fait, il y a des gens qui vont ouvrir. Je crois que la ficelle elle est un peu trop grosse. Mais en tout cas, c'est assez facile de faire ouvrir un mail. Mais derrière, c'est déceptif parce que finalement, le contenu de mail n'est pas raccord avec l'objet. Ça ne sert pas à grand-chose. Et puis après, j'ai un focus sur le pre-header pour moi. Donc, le pre-header, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais c'est la petite phrase qui vient compléter l'objet quand vous êtes en train de lire. Donc, je vous ai mis des exemples après. Donc, c'est ça. C'est le texte qui est en dessous. Et donc là, si on regarde par exemple les exemples que j'ai mis, c'est des pre-headers qui ne sont pas optimisés parce qu'en fait, soit ils remettent la même chose qui est dans l'objet, ce qui est dommage parce que du coup, ils n'utilisent pas cette zone qui est très visible et qui peut donner envie d'ouvrir. Ou alors pire, ils ne l'ont pas du tout paramétré. Et donc, en fait, l'outil d'emailing va afficher ce qu'il rencontre en premier. Et des fois, c'est des messages qu'on ne veut pas forcément qu'ils s'affichent là, très techniques, du genre si ce message ne s'affiche pas correctement, si vous ne parvenez pas à la lire. Et c'est dommage parce que c'est une zone qui est très visible quand on décide d'ouvrir. Et donc, il faut absolument l'optimiser. Dans les outils, vous pouvez maintenant normalement mettre l'entête ou le pre-header. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et donc, la reco, c'est de faire plutôt des choses comme ça, où on vient compléter l'objet avec un espèce de résumé optimisé de l'email ou quelque chose qui donne envie d'ouvrir. Et donc, surtout pour l'objet… Régis, ouais. Pardon, il y a une question. En parlant d'expéditeur légitime, que pouvons-nous faire pour que nos emails ne tombent pas directement dans les spams? On va reparler à la fin. Mais oui, l'expéditeur, c'est un sujet, mais j'ai une partie sur la délivrabilité qui devrait vous permettre de comprendre, et sinon, on en reparlera. Donc, ouais, sur l'entête, il y a aussi tout un tas de tests à faire. Donc, j'ai remis ma slide tester. En général, les tests qu'on fait, les A/B tests qu'on fait en emailing, c'est beaucoup sur l'objet. Donc, souvent, j'utilise la phrase qui est le meilleur objet n'est pas toujours celui proposé par le plus gros salaire de l'entreprise. Parce qu'en fait, souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est qu'on va demander son boss en disant tiens, on a ça comme idée d'objet, qu'est-ce que tu en penses? Ah bah, ok, prends celui-là, et puis on voit. Sauf que la vraie bonne pratique, c'est plutôt de dire ok, bah, on a plusieurs idées d'objets, on ne sait pas vraiment lequel va marcher. On prend 10% de la base ou 20% de la base, on envoie à 10% avec l'objet 1, à 10% avec l'objet 2.
on regarde celui qui génère le plus de taux d'ouverture, et les 80% restants, on envoie avec l'objet qui a généré le plus de taux d'ouverture. C'est comme ça qu'on va maximiser ces stats. On peut aussi essayer de le faire sur le nom d'expéditeur et l'adresse expéditrice. C'est moins évident parce qu'on n'a pas beaucoup de latitude de créer dessus. Après le message, moi j'ai tendance à mettre cette phrase-là qui est de faire simple et court. Pour moi, le message en emailing doit avoir en général un seul objectif. Alors, il y a des newsletters qui sont complètement éditoriales, où on lit le contenu dans la newsletter, mais souvent, le but, c'est quand même de faire cliquer. Et donc, je vous ai juste mis quelques études d'eye tracking qui me paraissaient intéressantes sur la mise en page. Ici, on en a une qui montre, alors je ne sais plus si c'est du eye tracking ou du mouse tracking, mais bon, globalement, c'est pas grave, c'est la même chose, qui montre en fait l'impact de la mise en page sur le bouton d'action. Donc déjà, pensez à mettre des boutons d'action si vous voulez que les gens cliquent, parce que sinon, ils ne risquent pas de cliquer. Et sur la version de gauche, on voit que le bouton d'appel à l'action est très bas. Et donc, il n'a pas beaucoup de clics qui lui restent. Et dans la version de droite, donc c'était un A/B test d'ailleurs, pour voir ce qui marche le mieux. Dans la version de droite, quand on a remonté le bouton d'action directement en dessous de la promesse, on voit que tout va se concentrer tous les clics et les zones chaudes vont se concentrer sur le bouton d'action. J'en ai mis un autre ici, qui est plus pour montrer que dans la créa, alors là, on est sur de la créa plus large que juste l'emailing, quoique là, c'est un emailing, mais on peut très bien guider le regard avec des visuels, encore une fois, pour amener sur les zones de clic. Donc là, on le voit avec le regard de la madame qui amène en fait les yeux de l'internaute et sa souris sur la partie de gauche qui nous intéresse. Et puis, celui-là est intéressant aussi, c'est le même email envoyé d'un côté à des hommes ou de l'autre côté à des femmes. Je vous laisse regarder quel côté est regardé par un homme et quel côté est regardé par une femme. Mais voilà, ça veut dire qu'on peut influencer, mais comme dans les créations sur les sites web, etc., évidemment, le regard des gens. Je vous ai mis un email texte aussi, un eye tracking d'un email texte qui montre notamment alors il y en a plusieurs, j'en ai regardé plusieurs. Alors moi, j'avais appris deux trucs, c'est que le regard se concentre beaucoup à gauche, donc ça veut dire que quand vous faites des emails full text comme ça, c'est assez important de travailler ces débuts de phrase. Et ne pas oublier aussi la zone qui m'envoie, expéditeur, etc., puisqu'en fait, c'est par là qu'on commence à regarder son email, même quand c'est un email de texte. Alors pour moi, les choses à retenir sur la partie message, c'est un peu le même que pour ce que je disais pour les contacts, c'est avoir des choses intéressantes à dire, proposer une vraie offre de valeur. Et souvent, on me demande, mais c'est quoi le bon rythme pour l'envoi du newsletter? C'est quand vous avez des trucs à dire. Moi, je pense que c'est quand ça ne sert à rien de s'engager si on vous envoie une newsletter toutes les semaines ou tous les 15 jours ou tous les mois, si finalement c'est pour faire du remplissage. Donc, parce que vous verrez, quand on va parler de délivrabilité et de spam, que l'enjeu, c'est bien de créer de l'engagement chez les gens, de l'ouverture et du clic. Et donc, si on leur envoie des choses qui ne les intéressent pas, en fait, ça va pénaliser globalement votre stratégie email. Deuxième sujet, c'est mettre des CTA, donc des boutons qui ressemblent à des boutons. J'ai vu beaucoup de créa email où c'était tellement créatif que le designer, il avait fait des boutons qui ne ressemblent plus à des boutons. Et du coup, la zone de clic était moins identifiée. Et quand on sait qu'il y a 2-3 secondes pour regarder un email en moyenne chez les gens, vous avez intérêt à avoir des zones de clic qui sont bien identifiées. On peut guider la navigation de l'internaute, ça on l'a vu un peu dans les eye tracking. Il y a, pareil, parce qu'on ne passe pas beaucoup de temps sur son email pour décider si on va plus loin ou pas, il y a un sujet forcément sur les titres et la lecture rapide. Donc, on essaie de mettre en lumière des choses et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas mettre beaucoup de contenu dans un email, mais il faut aussi qu'il y ait un niveau de lecture rapide. Et puis après, dans un email, il y a toujours un lien de désabonnement. Donc, je ne l'ai pas dit trop avant avec le RGPD, mais je le redis là, c'est obligatoire dans tous les emails que les gens puissent se désabonner. Et selon les types d'emails, notamment quand on commence à travailler sur une base de données, c'est même intéressant de mettre le désabonnement en avant. Moi, j'ai déjà fait des emails où en fait, dans l'édito ou dans l'intro de l'email, je mettais en gros un bouton en CTA sur je ne souhaite plus continuer à recevoir les emails, je veux me désabonner pour nettoyer ma base. Donc, ce n'est pas forcément un truc qui est caché en bas.
Et donc, il y a forcément un sujet sur le mobile, puisqu'il y a, alors c'est pareil selon les secteurs d'activité, mais il y a bien 50% des ouvertures qui se font sur mobile. Et donc, forcément, quand vous faites de la créa email, vous regardez aussi l'affichage mobile et regardez ce que ça donne. Et pour ça, comme il y a beaucoup de plateformes email différentes, puisque vous pouvez regarder vos emails sur Gmail, sur Outlook, sur Yahoo, sur Outlook Entreprise, sur tout un tas de choses. Et encore après, tous les devices, si vous êtes sur un téléphone, un Mac, un machin, il y a tout un tas d'outils qui vous permettent de faire des renderings. Je vous en ai mis un qui s'appelle Email on Acid, mais il y en a pas mal. Et c'est intéressant, notamment quand on refait une maquette email, alors peut-être pas avant chaque envoi, mais quand on repart en emailing, d'être sûr que sa maquette email, elle fonctionne bien partout. Parce que les affichages vont être très très différents selon les devices qui sont utilisés et selon les outils. Et il y a des Gmail qui vont, par exemple, afficher différemment certains bouts de code. Et donc, c'est à minima, sans rentrer dans les détails sur pourquoi les affichages sont différents, mais testez-les et regardez ce que ça donne. Alors, en général, maintenant, quand on utilise un outil d'emailing correct, on a un éditeur qui sait s'adapter aux différents affichages, mais c'est quand même intéressant de voir s'il n'y a pas des choses qui sont illisibles sur certains gros devices ou grosses plateformes. Et d'ailleurs, pareil pour votre pre-header. Là, on voit par exemple la différence d'affichage entre deux devices sur le pre-header, et donc important évidemment de mettre les infos essentielles au début, puisque d'un côté à gauche, alors je ne sais pas quel device c'est, mais ça va afficher 2 lignes de pre-header, alors qu'à droite, ça va en afficher qu'une. Si vous avez une chose importante à dire, il faut la mettre au début. C'est pareil pour l'objet, des fois ils sont coupés, des fois il y a plus de textes qui sont affichés que d'autres. Donc pareil, vous pouvez faire du rendering pour vous assurer que ça s'affiche bien. Et donc forcément, pareil sur la créa, c'est là où on peut tester le plus de trucs. Donc, il ne faut pas hésiter à tester tout un tas de choses. Donc, on peut tester des visuels, on peut tester des accroches, on peut tester la couleur des boutons, le texte des boutons. Et donc, pareil, on fait 2 envois. Quand on teste quelque chose, on fait toujours 2 envois et on teste une chose seulement. C'est-à-dire qu'on ne va pas tester l'objet et le texte d'un bouton en même temps, parce qu'on va pas savoir ce qui a forcément impacté les meilleurs résultats d'un segment que de l'autre. On peut tester l'emplacement des boutons, on peut tester aussi un message complètement en texte ou complètement en créa classique. Les stats, là, je vais passer un peu plus vite parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Je vous l'ai dit, on a énormément de stats sur le comportement de l'internaute et ça permet d'améliorer un peu. Et donc, je vous ai mis les principales. Alors, il y en a peut-être 2 que vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Les hardbands, en fait, c'est vraiment les adresses qui n'existent plus, qui n'arrivent plus. Donc, les NPI avant à la poste. J'ai une adresse qui, alors soit c'est parce qu'elle est erronée, soit parce que la boîte est fermée ou des choses comme ça. Et celle-là, il faut absolument les enlever dans vos bases de données. Alors, dans les outils email, c'est fait automatiquement. Quand un hardbound s'est détecté, on ne renvoie plus dessus. L'outil ne va plus renvoyer dessus. Taux d'ouverture, c'est facile à comprendre. Taux de clic, c'est assez facile aussi. Taux de réactivité, c'est celui qui, en général, n'est pas connu. Donc, le taux de réactivité, je vais peut-être définir d'abord le taux de clic. Le taux de clic, en fait, c'est le pourcentage des gens qui cliquent sur votre campagne sur le nombre de mails envoyés. Et par contre, le taux de réactivité, c'est le pourcentage de gens qui cliquent sur votre campagne parmi les ouvreurs. Et en fait, le taux de clic va permettre de mesurer de manière générale l'efficacité de votre campagne. Le taux de réactivité va vous permettre de mesurer plus l'efficacité de votre créa. Et donc, quand on fait des tests de créa, c'est bien le taux de réactivité qu'on va analyser, parce que du coup, dans le taux de clic, il y a aussi tout ce qui est objet expéditeur qui va rentrer en ligne de compte dans le fait que vous avez de bonnes stats ou pas, alors que la réactivité, c'est vraiment la créa qui fait que les gens vont cliquer ou pas. Donc là aussi, tester. Évidemment, quand vous faites des tests, que ce soit sur l'objet, sur les créas, sur les segments, etc., ce qui vous permet de mesurer, c'est vos stats. Et donc, c'est ce que je disais avant, quand on teste, par exemple, un objet, c'est le taux d'ouverture qui doit être mesuré. Quand on teste une créa, c'est plutôt le taux de réactivité. Quand on teste la couleur d'un bouton précis, on va regarder le taux de réactivité sur ce bouton précis entre deux envois. Je parle encore un tout petit peu des outils, et puis après, j'ai la partie sur la délivrabilité. Sur les outils, je le rappelle,
mais c'est de moins en moins souvent, donc ça va. Outlook et Gmail ne sont pas des outils d'emailing. On ne prend pas sa base de données et on met tout en copie cachée et on envoie un email. Déjà parce qu'il y a de fortes chances que vous soyez bloqué sur un volume. De deux, vous aurez peut-être des problèmes de blocage après parce que vous êtes bloqué par des filtres de spam. Et de trois, ce qui est emmerdant, c'est que vous n'avez pas de stats. Du coup, vous n'avez pas qui est ouvert, vous n'avez pas qui a cliqué, etc. Donc, c'est vraiment pas une bonne pratique. Et sachant qu'en plus, ce n'est pas les outils d'emailing qui manquent. Donc, il y en a plein sur le marché. Et ils ont tous à peu près les mêmes grosses briques. En gros, ils ont tous une brique de paramétrage technique qu'il faut faire. Ils ont tous un gestionnaire de contacts. Ils ont tous un endroit où on peut segmenter des contacts en disant je vais plutôt utiliser ce contact-là, ces contacts-là. Ils ont tous un moteur de création d'un email. Ils ont parfois des moteurs aussi de scénarisation pour envoyer des emails automatiques. Et ils ont tous des stats. Donc ça, ils font à peu près tous. Après, ce qui est intéressant, là, vous avez en gros, les majeurs. Brevo, c'est un des plus gros avec MailChimp. Donc Brevo plutôt européen, MailChimp plutôt américain. C'est plutôt dans leur spécialisation. Il y a des outils qui font à peu près tout. Donc c'est plus presque une petite suite marketing. Je prends l'exemple de Brevo, ils font de l'emailing, ils font du CRM. Il y a un truc qui ressemble à un calendrier, un système de paiement en ligne, etc. Donc quand on est une petite boîte et on veut avoir un petit CRM, c'est peut-être intéressant parce qu'on peut au-delà de l'emailing, avoir tout un tas d'autres activités. Dans le même genre, ActiveCampaign, HubSpot, Sarbacane et System.io, ils ont tendance à faire à peu près tout. Et après, il y a des spécialisés, par exemple en e-commerce, je pense à MailChimp ou à Omnisend, qui sont plutôt bons en e-commerce parce qu'ils ont des plugins, ils ont des fonctionnalités qui sont plus spécifiques à l'e-commerce. Après, on voit aussi en gros Lemlist ou GetResponse. Ça, c'est plutôt des gens qui sont spécialisés dans la génération lead B2B. Voilà, ils vont avoir des fonctionnalités un peu plus spécifiques. Et puis après, ne pas oublier aussi les plugins, notamment pour WordPress ou Shopify. Il y a des plugins, je pense à MailPoet ou à Simailing, qui sont des fois bien faits parce que quand on est dans un WordPress et qu'on a un plugin comme MailPoet, on peut importer dans sa newsletter automatiquement les articles. Enfin, tout est centralisé, donc c'est intéressant aussi. Côté budget, c'est plus très cher l'emailing. C'est un des gros avantages d'ailleurs du canal, c'est que l'outil en lui-même est plus très cher. Ce qui peut coûter cher, c'est la base de données, le fait de se constituer la base de données, mais en tout cas, l'outil n'est pas très cher. Le besoin, on en a parlé avant. Et ce qu'il ne faut vraiment pas louper, et ça va faire la bonne transition sur la délivrabilité, c'est le paramétrage technique. Donc, un des paramétrages techniques, quand on va définir avec quelle adresse on expédie et quel email d'expéditeur on utilise, c'est de paramétrer les signatures des KIM, des marques et SPF. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais en gros, c'est des choses qu'il faut mettre au niveau de votre nom de domaine, donc des bouts de code qu'il faut mettre au niveau de votre nom de domaine pour vérifier que vous êtes bien propriétaire du nom de domaine qui expédie. C'est ça, en gros, qui va permettre de faire la différence entre quelqu'un qui usurpe une identité ou quelqu'un qui est vraiment propriétaire de sa marque et de son nom de domaine. Et donc ça, il faut absolument maintenant le paramétrer. Si vous ne l'avez pas paramétré, en plus, les règles ont un peu changé cette année. Je crois qu'il y a Gmail et Yahoo qui a décidé de en gros, s'il n'y a pas cette signature des KIM, des marques et SPF dans les mails, il ne laisse plus rien passer. Donc, ça veut dire que vous allez direct en filtre anti-spam. Donc, ça, c'est important de vérifier si c'est fait. Alors, des outils comme Brevo, attention, ils ne vous laissent plus envoyer si ce n'est pas fait. Mais selon les outils que vous utilisez ou si vous avez des outils internes, c'est important de vérifier, soit avec quelqu'un qui s'occupe de la technique chez vous, soit de vous-même. Ce n'est pas très compliqué à faire. C'est un peu chiant quand on ne s'y connaît pas, mais c'est hyper important maintenant. Et puis après, sur les outils, il y a toujours un sujet d'import de base. Les outils sont assez regardants sur les bases que vous allez importer. Parce qu'en fait, on verra dans la délivrabilité, le fait d'avoir des bases propres, des adresses, pas beaucoup de hardbound, c'est des adresses qui répondent. En fait, c'est ce qui va envoyer des signaux positifs au filtre anti-spam. Et donc, les outils d'emailing vont faire gaffe si vous importez des bases, notamment qui ne sont pas à vous. Donc, il y a deux trucs auxquels il faut faire attention là-dessus. Si vous importez une base qui n'a pas été utilisée depuis longtemps ou vous ne savez pas trop d'où elle vient, il y a des outils de nettoyage, genre Neverbounce ou MailerCheck ou un truc comme ça, où vous pouvez la nettoyer avant. En fait, les outils de nettoyage, ils vont essayer de faire des envois tests sur les mails. Ils vont voir si les mails existent ou pas, ou ils vont corriger des problèmes syntaxiques. Donc, c'est intéressant de passer dans un outil de nettoyage avant de commencer à faire des emails si c'est sur une nouvelle base. Il faut savoir donner l'origine des bases si besoin. Donc, un outil comme Brevo, si vous importez beaucoup d'adresses, ils vont souvent vous mettre en attente et ils vont vous demander d'où viennent les bases.
Les outils de nettoyage, il y a Neverbounce, MailerCheck, Emailable, par exemple, qui peuvent fonctionner. Bon, il y en a pas mal, mais Neverbounce, moi, je l'utilise pas mal. Donc, l'origine des bases, ouais, Brevo peut bloquer si l'origine des bases n'est pas claire. Et il y a un cas qui est important, c'est quand vous changez d'outil d'email. Si vous passez, par exemple, d'un outil d'email de Mailjet à Brevo, quand vous allez réimporter, c'est important de penser à réimporter les désabonnés, parce qu'en fait, les gens qui sont désabonnés de Mailjet, ils le sont. Il ne faudrait pas les réimporter sur Brevo. Donc, en fait, la bonne pratique, c'est d'importer les abonnés et de les réimporter sur Brevo en statut des abonnés. Ça, vous savez qu'ils sont des abonnés. Et puis aussi les hardbands. Ça veut dire que si vous avez un outil d'emailing qui a identifié tout un tas d'adresses qui n'existent pas, soit vous les excluez du réimport dans votre nouvel outil, ou alors vous importez dans votre nouvel outil ces adresses email avec un statut hardbands, comme ça l'outil le sait. Mais en tout cas, c'est souvent un des cas qui posait problème, c'est j'ai changé d'outil et je suis blacklisté. Et c'est notamment parce qu'en fait, en gros, en changeant d'outil, on a renvoyé des emails sur des adresses qui n'existaient pas ou des gens qui sont désabonnés. Ça, c'est un cas classique. Pareil pour les outils, vous pouvez tester. C'est possible de tester. Moi, j'ai déjà changé d'outil en testant avant de basculer complètement sur l'outil si j'avais bien des bonnes stats ou les mêmes stats en envoyant un ou deux envois tests avec le nouvel outil pour être sûr que je ne perde pas en efficacité. Et puis pour finir, la délivrabilité. Donc c'est le point central, mais je le garde en général pour la fin parce que c'est ce qui résume un peu tout ce qu'on a vu. Mais la délivrabilité, c'est le fait d'arriver dans la boîte de réception du destinataire et justement, effectivement, pas dans son dossier spam ou pas carrément pas du tout d'ailleurs. Et c'est autant j'ai dit que l'ouverture et l'expéditeur c'est important parce que sinon personne ne voit la créa. La délivrabilité c'est encore plus important parce qu'en fait si on ne voit pas passer votre message parce que vous êtes filtré, vous n'avez aucune chance d'avoir des ouvertures et encore moins des clics. Donc j'ai essayé de vous prendre un schéma qui pour moi est assez clair sur comment ça se passe un filtrant de spam. Et après je vous ai mis les choses clés pour moi à retenir. Ce qu'il faut comprendre c'est quand vous envoyez un email avec un outil d'emailing, en fait, il y a plein de filtres qui vont se mettre en place. Il y a déjà une espèce de passe-droit qui est le carnet d'adresse. Ça veut dire que si, en fait, quand un emailing arrive sur mon Gmail et que l'adresse expéditeur de l'emailing est dans mon carnet d'adresse, en général, Gmail va considérer que comme j'ai l'adresse expéditeur dans mon carnet d'adresse, c'est un email légitime, donc il va me le laisser passer. Parce que Gmail, ce qu'il a envie, lui, c'est que vous, en tant qu'utilisateur, l'utilisateur soit content de son utilisation de Gmail et donc reçoive les emails qui l'intéressent. Donc, s'il a mis, si c'est quelqu'un de son carnet d'adresse qui lui écrit, normalement, il fait passer automatiquement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez des marques qui vous disent, si vous êtes sûr de recevoir notre newsletter, pensez à nous ajouter dans votre carnet d'adresse. Après, dans les faits, il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs qui ajoutent l'expéditeur d'une marque dans un carnet d'adresse, mais c'est une bonne technique. Et sinon, au-delà de ça, en fait, il y a différents types de filtres. Il y a d'abord des filtres sur le volume qui vont s'activer. Donc, par exemple, chez Orange, alors je n'ai pas de chiffre exact, mais si vous envoyez plus de 1000 mails par minute à Orange, il va commencer à mettre des warnings partout. Donc, si vous avez une grosse campagne à faire partir où il y a beaucoup d'adresses Orange, il faut faire attention à ne pas envoyer trop en même temps sur Orange. Alors, soyez tranquille, ce n'est pas un truc que vous devez faire vous. En général, ça, c'est géré par vos outils d'emailing qui vont cadencer vos campagnes. C'est-à-dire quand vous allez faire partir votre campagne, s'il y a beaucoup d'envois qui sont envoyés vers Orange, votre outil d'emailing va cadencer vos envois pour être sûr d'être dans les clous des filtres de volume d'Orange ou de Gmail, etc. Mais en tout cas, il y a un premier filtrage qui est sur le volume qui permet de voir si c'est des courriers qui paraissent ressembler à de la pub massive ou plutôt légitime. Et donc, c'est aussi important de faire les campagnes les plus ciblées possibles pour ces raisons-là. Ça, en général, c'est géré par vos outils. Après, vous allez passer dans des filtres qui vont vous comparer à des listes noires où en fait, il y a des adresses de spammers qui sont référencées. Et quand je dis des adresses, c'est autant l'adresse expéditrice que l'adresse IP. Donc, l'adresse IP, c'est une adresse technique que vous utilisez pour envoyer. Chaque outil a son adresse IP et chaque expéditeur peut en avoir une. Et donc, vous pouvez très bien être blacklisté sur des listes de spam. Je pense à Spamhaus, par exemple, ou ce genre de choses.
Et du coup, on va comparer votre adresse expéditrice à ces listes de spam pour voir si vous pouvez passer ou pas. Et donc, en général, quand vous êtes blacklisté là-dedans, c'est que vous avez eu des pratiques avant qui n'étaient pas bonnes, du genre des signalements pour spam d'internautes, du genre peut-être des problèmes sur vos adresses expéditrices ou des problèmes sur vos identifications des KIM, ce genre de choses ou des plaintes ou des choses comme ça. Mais il y a un filtre en tout cas sur les listes noires. Et après, il y a un filtre sur le contenu. Donc, il y a aussi des filtres qui vont analyser votre contenu et qui vont regarder de quoi vous parlez. Et donc, forcément, s'il y a des choses qui ressemblent à du Viagra, à de la drogue, des choses comme ça va vite aller en spam. S'il y a des langages très marketing, très promotionnels, ça ne veut pas dire que ça va forcément aller en spam, mais ça va mettre aussi des petits warnings. Et en fait, finalement, votre délivrabilité, vous allez voir que c'est un mix de tout ça. Qui fait que vous arrivez ou pas. Mais en tout cas, le contenu textuel du message est analysé. Et puis après, et c'est le plus important, c'est pour ça que je le mets là, il y a deux filtres encore. Il y a le filtre d'entreprise d'un côté. Alors cela, il faut juste comprendre qu'il y a dans les entreprises, il y a des directions informatiques qui vont mettre encore des règles de filtrage spécifiques à l'entreprise, qui vont laisser passer des messages ou pas. Donc ça, vous ne pouvez pas y faire grand-chose, ça existe. Et après, le plus gros, c'est le filtrage comportemental. C'est vraiment aujourd'hui ce qui fait le gros du filtre anti-spam. Alors ça va être assez simple à comprendre. Gmail aujourd'hui va vous dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens reçoivent des emails qui les intéressent. Donc moi, en fait, ce que je vais analyser, c'est si ça les intéresse. Et donc, pour analyser si ça les intéresse, c'est un peu la même logique que vous allez voir que les réseaux sociaux. Pour analyser si ça les intéresse, il y a deux façons de faire. C'est je suis un expéditeur qui envoie un email. Gmail reçoit ce mail et va dire est-ce que cet expéditeur a déjà envoyé des emails à mes utilisateurs? Si oui, je vais regarder les anciens comportements de mes utilisateurs. Est-ce qu'ils ont cliqué? Est-ce qu'ils ont ouvert? Est-ce qu'ils aiment cet expéditeur ou pas? Et donc, selon les comportements, je vais considérer que c'est un courrier qui intéresse mes utilisateurs. Si ce n'est pas le cas, si c'est un nouvel expéditeur, Gmail, il va dire OK, comme c'est un nouvel expéditeur et je n'ai pas trop de data là-dessus, je ne sais pas si mes utilisateurs ils aiment, ils cliquent, ils ouvrent, je vais faire un test. Je vais laisser passer 1000 et je vais regarder ce qui se passe. Et si sur les 1000 premiers, j'ai les bonnes stats, je vais laisser passer le reste de la campagne plutôt en boîte de réception. Si sur les 1000 premiers, j'ai quasi personne qui ouvre le message et quasi personne qui clique dans le mail, c'est que ça n'intéresse pas trop mes utilisateurs, je vais plutôt mettre en boîte spam. Alors, je grossis le trait, c'est un peu plus fin que ça, mais globalement, c'est ça. Et donc, c'est le même sujet que sur les réseaux sociaux, c'est qu'il faut forcément créer de l'engagement et envoyer des choses qui intéressent les gens. Sur les réseaux sociaux, c'est pour que l'algorithme vous mette en avant. Là, c'est pour que les filtres anti-spam vous mettent en avant, ou en tout cas, vous dégradent pas et vous laissent passer. Et donc, c'est une somme de tous ces filtrages qui permet au filtre anti-spam de choisir s'il va vous mettre en boîte de réception, en onglet plutôt pub, en onglet spam, ou carrément, c'est le gros des messages aussi, qui est bloqué ou refusé à l'entrée. Donc cela, vous ne les voyez même pas dans vos spams. Voilà, et puis pour finir, les choses à pas rater justement sur la délivrabilité, pour essayer de vous résumer les bonnes pratiques. Donc il faut penser quand même à surveiller sa réputation d'expéditeur d'email. Et donc là, je vous ai mis des outils qui permettent de voir si vos adresses expéditrices, vos noms de domaine et vos IP peuvent être blacklistés, ou il y a des systèmes de score qui vous donnent un score d'expéditeur, des choses comme ça. Ceux-là, ils sont intéressants. Pensez à faire vos paramétrages SPF des marques, des KIM. Donc ça, je l'ai dit 1000 fois, mais c'est important. C'est la slide qu'il faut, je ne sais pas si de toute façon, il sera dans le replay, mais c'est vraiment le truc qu'il faut retenir. Faire en sorte d'avoir des bonnes stats, donc des ouvertures, des clics et pas de plaintes. On n'a pas parlé avant du taux de plainte, mais c'est quand les gens cliquent sur le bouton je signaler en spam. Ça fait des warnings très forts au niveau des filtres anti-spam. Et puis après, l'hygiène de base, avoir une base propre, pas de hard bounce, pas de vieilles adresses, des adresses qui sont actives. Alors pourquoi? C'est que par exemple, pour mesurer si vous êtes un bon expéditeur d'email, Gmail, il va avoir une autre règle. Il va dire OK, là, je reçois 1000 courriers 1000 emails de cette marque. En fait, si dans ces 1000 emails, il y en a déjà 100 qui sont sur des adresses Gmail qui n'existent pas chez moi, c'est qu'il y a un problème. C'est que la personne, elle a récupéré des bases de données. Ce n'est pas des gens qui sont vraiment inscrits dans des formulaires, ce n'est pas des vrais clients à eux. Donc, il y a un problème. Si sur ces 1000 premiers,
Il y en a plein qui sont des vieilles adresses, des vieux comptes Gmail, mais qui sont désactivés chez moi. Il y a un autre problème, c'est que cette personne, elle ne travaille pas régulièrement cette base de données, elle n'a pas de relation avec ses utilisateurs, parce que sinon, elle le saurait. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir une collecte et des bases propres. Et puis après, l'optimisation du message, puisqu'il y a des filtres quand même sur les messages, faire attention à son contenu. Il y a aussi une histoire de taille de message. Si on a des messages trop lourds, pareil, c'est une règle qui peut faire qu'on est plus filtré. Si on a des messages qu'avec des images, ça fait plus pub, donc on peut être plus filtré. Donc ça aussi, c'est important. Et puis ma dernière slide, avant de vous laisser poser vos questions si vous en avez, s'il fallait retenir qu'une chose, pour moi en emailing, ça marche si on envoie des trucs qui intéressent vraiment les gens. Vraiment. Voilà. Donc réfléchissez à l'intérêt des internautes. Même si pour vous, ça paraît évident que ça va les intéresser, il faut quand même essayer d'envoyer des choses qui intéressent les gens. Voilà. Et si vous avez des questions, évidemment, je peux vous répondre maintenant, ou si vous en avez plus tard, je pourrais vous répondre par mail aussi. Merci Régis. N'hésitez J'étais un pas à peu plus poser long vos que ce que tu avais questions. dit. Pardon, Régis? J'étais un peu plus long que ce que tu avais Oui, annoncé. oui, c'est un petit peu plus long, mais pas de souci. Étienne a une question, a levé la main. Est-ce que vous arrivez à activer votre micro? Ouais, c'est bon. Voilà. Impeccable, merci. Merci à tout le monde. Bonjour à tout le monde et merci Régis, c'était super intéressant. J'ai une question, alors au-delà effectivement déjà des conseils que tu as donnés. Au tout début, tu parlais de chiffres, de stats, par exemple d'ouverture en moyenne 18%. Moi, j'avais remarqué, parce qu'effectivement je le suis, je suis entre allez, 40 et 60, donc vu ce que tu dis, c'est très bon. En revanche, je suis plutôt bas, vu ce que tu montrais en termes de taux de clic. Alors effectivement, déjà, j'ai retenu plutôt avoir l'appel à l'action assez haut et qui ressemble à un bouton. Ça, je vais vérifier. Mais au-delà de ça, est-ce que tu as des techniques ou des conseils pour améliorer le taux de clic? Bah, le premier conseil, c'est effectivement de mettre des zones de clic et pas forcément qu'une. Parce qu'en fait, tu as des gens qui vont regarder ton message de plein de manières. Donc, tu peux en avoir une autre. Tu peux en avoir. Moi, j'aime bien mettre des fois des liens texte aussi dans mes textes. Alors, je ne sais pas comment sont faits tes créas, mais Mhm. pas que en bouton. C'est-à-dire, quand tu parles d'un truc, de mettre un lien dessus. Du coup, les gens peuvent cliquer. Pense à mettre des liens sur les images aussi. Un des réflexes des gens, c'est de cliquer sur le logo, sur le visuel. Des fois, on ne pense pas forcément à mettre le lien. Puis après Mhm. c'est effectivement, il faut que l'offre les intéresse. Donc, s'ils ouvrent, c'est qu'a priori ça les intéresse, ou alors c'est que ton objet est trompeur. Mais après, ça dépend ce que tu veux mettre dans ton email. Si finalement c'est un email qui doit juste partager une actu, c'est possible qu'il y ait des taux de clic bas et ce soit logique en fait. Oui, oui, complètement. Et c'est vrai que quand c'est en newsletter, par exemple, tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai que parfois, même sur d'autres, mais effectivement, j'avais pas pensé aux images, et oui, à la variété, en fait, des clics, quoi. Ouais, Ok, top, merci. de rien. Il y avait d'autres questions, c'est bon? Bon, cool. D'autres questions? N'hésitez pas, hein. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y avait des questions par écrit? Non, je ne crois pas. J'ai une question, du coup, s'il n'y a personne d'autre. Régis, il y a une question. Est-ce que sur les outils, est-ce que on a des entreprises qui ont des outils CRM ou ERP en place où justement ils gèrent leur base de données clients et qui proposent des modules emailing. Est-ce que tu conseilles d'utiliser ces modules-là ou de vraiment utiliser un outil spécialisé dédié à l'emailing? Bah, ça rejoint un peu les sujets. Ça dépend comment dans ces outils sont gérés notamment les paramétrages techniques importants. En fait, Ok. c'est ça qu'il faut faire gaffe quand même, parce que justement, ceux qui ont un peu des outils maison, des choses comme ça, s'ils ne sont pas à jour ou s'ils n'ont pas les équipes qui ont mis à jour les paramétrages, ou si c'est des outils où l'emailing est très secondaire, c'est ça qui peut pêcher. Et après aussi, des fois, enfin, j'ai déjà comparé des éditeurs d'outils qui ne sont pas spécialisés en emailing avec des éditeurs comme Mailchimp ou Brevo. C'est quand même autre chose pour créer ces messages dans ce genre d'outils. Donc,
on peut très bien aussi faire des ponts techniques. Et il y a tout un tas dans tous les outils d'emailing, il y a des portes d'entrée pour faire des imports-exports facilement, automatiquement, entre des CRM, etc. Ça se fait bien. Donc, c'est plus l'expertise de l'outil dans l'emailing, je pense qu'il faut voir. Ok, merci. On a une question de Claude. Oui, bonjour à tous. Merci en tout cas pour ces super explicatifs, Régis. Et puis merci encore pour les quelques infos que tu m'as déjà données au bout du fil il y a quelques jours. Voilà. Moi, je voulais voir aussi, j'ai vu qu'il y avait des outils qui étaient de plus en plus présents, qui étaient des outils qui permettaient de la gestion des réseaux sociaux. Et je me posais la question de ces outils-là par rapport effectivement à les outils classiques comme Brivo, Sarbacane, etc. Et je voulais avoir un petit peu ton avis aussi là-dessus, Régis. Alors déjà, je ne les connais pas trop, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir un outil qui gère tes emailing et tes réseaux sociaux au même endroit? Centraliser un petit peu l'ensemble des réseaux sociaux et l'ensemble des communications sur un seul outil, quoi. C'était un peu ça l'idée, quoi. Ouais, parce que je vois pas, en fait, je vois pas trop, parce qu'il n'y a pas de sujet de base de données commune, contrairement d'ailleurs à la question de Karim sur les CRM et des trucs comme ça. Il y a un sujet, une base de données qui est important, donc ça peut se poser la question, mais là, tu n'as pas forcément. Je sais pas, faudrait que tu. Mais sinon, je veux bien une fois que tu m'en envoies un pour que je regarde, parce que je ne sais pas trop de quoi on parle, mais si c'est juste un sujet de message, tu vois, de dire je mets tous mes messages au même endroit, je vois pas trop le truc parce que tu vas écrire forcément différemment en emailing que sur les réseaux sociaux. Je sais pas, j'ai pas de. Oui, ça oui, mais d'avoir un outil qui rassemble, qui rassemble, on va dire, l'ensemble d'une campagne sur différents canaux. Et de toute façon, les messages, tu vas pas faire les mêmes messages sur l'ensemble des canaux, ça n'irait pas. Mais ouais, il existe des outils effectivement qui sont qui intègrent ces éléments-là. Et moi, je me posais la question à un moment donné. Bon, là actuellement, je les ai pas encore étudiés. J'en ai vu quelques-uns. Il faut que je rentre dedans. Mais l'idée, c'était un petit peu d'avoir peut-être des infos, toi de ton côté, si tu avais Je sais que par exemple Brevo le fait. Enfin, Brevo a intégré un outil pour gérer tes posts réseaux sociaux et des campagnes sur WhatsApp. D'ailleurs, c'est un des seuls à faire des campagnes sur WhatsApp. Mais sur WhatsApp aussi. Ok. ouais, ils font des campagnes sur WhatsApp. Ok. Mais si tu en as d'autres, je veux bien. Si tu me les passes une fois, je ne les connais pas. Ouais, je crois que j'en avais vu un, c'était une boîte française durant l'event qu'il y avait à Strasbourg, à peu près un an de ça, où t'avais fait une conf aussi sur l'emailing. Ok. Et il y a un mec qui présentait un outil, alors je me rappelle plus du nom là, mais voilà, c'est un peu la question. Est-ce que tu avais déjà vu ces outils et puis est-ce que tu les avais déjà utilisés? Voilà. Non, Ok, je sais pas. merci. Ouais. On a une question de Claire. Avez-vous un avis sur Akumba Mail? Est-ce que tu Pareil, connais, je connais Régis? pas. Tu connais pas. Akumba Mail, je connais pas. J'ai jamais entendu parler. Après, il y en a bien 500 des outils d'emailing, donc je sais pas. Mais Akumba Mail, non, je ne connais pas. Mais même réponse, hein, paramétrage technique, facilité d'utiliser de l'éditeur, moteur de segmentation. Pour moi, c'est les clés un peu sur comment on choisit un outil d'emailing. Ok. J'ai peut-être une question moi, qui va peut-être rejoindre ce dont parlait Claude. C'est les réseaux sociaux. Il me semblait, alors j'ai pas suivi exactement ça, mais il me semblait que les réseaux sociaux développent aussi une partie emailing, LinkedIn notamment. Alors je Ouais, sais il y a pas LinkedIn qui fait une si c'est espèce de limité. newsletter. Ouais, 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 voilà, newsletter. LinkedIn, ça te permet de t'inscrire. Qu'est-ce que tu penses Bah, de ça? Est-ce que bah, c'est voilà, c'est un peu la tendance à venir dans les prochains temps ou comment? ouais, alors moi j'avais testé un peu les newsletters sur LinkedIn. C'est le même sujet qu'à un moment il y avait, LinkedIn qui proposait de faire ses posts sur une espèce de blog interne là, chez LinkedIn. Moi, je suis pas pour. En fait, je trouve que l'email a l'avantage d'être en fait presque un outil, alors pas open source, mais pas loin, parce que en fait, tu as accès aux emails, etc. Et en fait, ça, c'est la différence avec les plateformes de réseaux sociaux qui sont hyper propriétaires et où tu n'as pas forcément toutes les infos que tu veux sur tes contacts, etc. Alors que l'email, tu as ta base de contacts, tu peux très bien la gérer dans un fichier Excel et puis tu l'importes juste quand il faut sur tes outils d'emailing.
Et je pense que ça, c'est la vraie force. Et j'ai peur que sur des trucs comme LinkedIn, etc., on soit à peu près sur le même truc qui dit qu'on est très captif dans son outil, de réseau social et qu'on n'a pas forcément ça, qu'on ne peut pas partir comme ça avec sa data, quoi. Donc moi, j'ai pas vu d'exemple de fou qui disait la newsletter de LinkedIn, c'est génial, hein. J'ai un bon ami qui est avec moi dans la base de l'EMD, Bruno Fridanski, qui est un de ceux qui publie, il a publié 2-3 bouquins sur LinkedIn. Et lui, il expédie toujours ses emails, il a une newsletter, il ne l'expédie pas avec LinkedIn. Alors que pour le coup, c'est un gros expert de LinkedIn. Donc, Oui, je vois qui c'est. Ouais. voilà. D'accord. Du Je coup, savais pas qu'il était avec toi dans le MD. il Ouais. expédie. Si, il est à l'origine de l'EMD avec moi. D'accord. Ok. Ouais, donc ok, même merci pour la réponse. Et Claude, j'ai vu Claude, passer une question. Pour moi, mon oui. outil préféré, c'est Brego, parce que je le connais depuis longtemps et qu'ils sont français et que je trouve que le rapport qui a été pris est complètement dingue. Dans un usage généraliste. Voilà. Ok. Merci. Merci Régis, merci à tout le monde d'avoir De rien. participé. Je pense on va clôturer là-dessus. Je rappelle juste l'existence de dispositifs d'aide numérique. Si vous suivez régulièrement les webinaires ou si vous êtes au contact de la CCI, vous êtes sûrement au courant, mais il existe des dispositifs d'aide pour financer des projets numériques, notamment des campagnes emailing, hein, ça peut en faire partie. Donc c'est soumis à conditions d'éligibilité selon des critères de localisation, d'activité de l'entreprise. C'est des dispositifs de la région Grand Est et de l'Eurométropole de Strasbourg. Le plus simple, c'est de nous écrire à la CCI pour qu'on puisse avoir un petit échange et puis évaluer l'éligibilité de votre entreprise et de votre projet. Pour qu'ensuite on vous explique comment déposer les dossiers. Ce qui est intéressant également, c'est que vous bénéficiez d'un diagnostic de maturité digitale par un conseiller CCI ou Chambre des métiers, d'ailleurs, ça marche aussi avec la Chambre des métiers. Donc un entretien qui vous permet en général de mieux appréhender vos projets, d'évaluer votre maturité digitale et de vous guider aussi éventuellement vers des prestataires spécialisés qui sont référencés à la CCI. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous écrire digital@alsace.cci.fr. Je vous ai écrit, je vous ai noté l'adresse dans la conversation. Et puis, on aura. Alors, est-ce que Claude dit, est-ce que c'est pour des petites entreprises? Oui. Il y a des critères. Le principal critère limitant, c'est le chiffre d'affaires. Donc, chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. Donc, c'est plutôt quand même pour des petites entreprises. D'autres webinaires arriveront, donc on en a plusieurs encore je pense qu'on en a encore 2 en juin. C'est pareil, vous serez informés normalement avec la newsletter agenda de la CCI, justement. Et puis sinon, vous avez la rubrique événements du site CCI où vous retrouvez les prochains webinaires, les prochaines thématiques. Voilà. Je vous laisse, je vous souhaite un bon appétit, une belle journée. Je remercie encore Régis pour sa présentation de qualité. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.